Le chef de l'État est arrivé aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Il va prendre part au 26e sommet ordinaire de l'Union africaine. Le président Ouattara va participer aussi au 24e forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Laurent Gbagbo a plaidé non coupable aujourd'hui à l'ouverture de son procès devant la Cour pénale internationale. Il comparaît 5 ans après des violences post-électorales qui ont déchiré la Côte d'Ivoire. Le procès pourrait durer 3 ans. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent répondre de 4 crimes contre l'humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécution. Le virus Zika a une menace pour les bébés d'Amérique latine. Le Brésil est le pays le plus touché par l'épidémie avec 1,5 million de cas. Madame, Monsieur, bonsoir. Laurent Gbagbo affronte la Cour pénale internationale à La Haye. L'ancien chef d'État ivoirien et Blé Goudé, qui plaide non coupable, doivent répondre de 4 crimes contre l'humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécution. L'accusation compte présenter 5300 éléments de preuve lors du procès qui doit durer entre 3 et 4 ans. Hamza Diaby. Laurent Gbagbo plaide non coupable. Ce jeudi, à l'ouverture de son procès devant la Cour pénale internationale, l'ancien président ivoirien refute tous les chefs d'accusation. Crimes contre l'humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécutions. Laurent Gbagbo dit ne reconnaître aucun fait après la lecture des charges par un représentant du greffe. Monsieur Gbagbo, plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. Charles Blé Goudé, lui aussi accusé pour les mêmes chefs d'accusation, a plaidé non coupable ce matin. La même question à Monsieur Blé Goudé. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je ne reconnais pas ces charges, par conséquent, je plaide non coupable. Merci. L'accusation devrait avoir la parole la majorité de cette journée de jeudi. Suivront dans l'après-midi les représentants des 726 victimes admises aux procédures, puis vendredi, la défense. Laurent Gbagbo, 70 ans, est le premier ex-chef d'État poursuivi par la CPI. Lui et son co-accusé Charles Blé Goudé, 44 ans, sont poursuivis pour leur rôle dans la crise née du refus de Laurent Gbagbo à céder le pouvoir à Alassane Ouattara à l'issue de l'élection présidentielle de 2010. Les violences ont fait plus de 3000 morts. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, dit avoir rassemblé un grand nombre de preuves contre Laurent Gbagbo, démontrant la culpabilité de l'ex-président ivoirien dans les violences ayant déchiré la Côte d'Ivoire en 2010-2011. Maïsako nous rapporte les propos de la procureure de la CPI. Assis dans le box des accusés, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, 70 ans, et son co-accusé Charles Blé Goudé, 44 ans, ancien leader de la Galaxie patriotique. Les deux hommes sont poursuivis pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. À l'ouverture de leur procès ce jeudi matin à La Haye, ils ont plaidé non coupables de meurtre, viol, actes inhumains et persécution. Des accusations mises en avant par la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda. Pendant 5 mois environ, du 27 novembre 2010 au 12 avril 2011, la Côte d'Ivoire a sombré dans le chaos et a été le théâtre de violences innommables. Lorsqu'il a compris que la présidence allait lui échapper, avec l'aide de son entourage immédiat, il a lancé une campagne d'attaque orchestrée contre les civils assimilés à ses opposants. Fatou Bensouda a évoqué le bombardement d'un marché dans le quartier d'Abobo à Abidjan, le viol d'une femme dans un poste de police ou la répression sanglante de manifestations. La procureure compte présenter plus de 5300 éléments de preuve au cours de ce procès qui doit durer entre 3 et 4 ans selon les spécialistes. Que cela soit clair, mon bureau mène des enquêtes dans les deux camps impliqués dans ce conflit. Nos enquêtes se poursuivent dans le pays, mais cela prend beaucoup de temps. J'encourage le peuple de Côte d'Ivoire à être patient. L'accusation a poursuivi sa déclaration liminaire dans l'après-midi. La défense aura la parole à partir de vendredi.
Demain donc, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Bleu Goudé va reprendre. Le président Ouattara est à Addis Abeba en Éthiopie où il va prendre part au 26e sommet ordinaire de l'Union africaine. En marge de ce sommet, le chef de l'État va participer aussi au 24e forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le reportage de notre envoyé spécial à Addis Abeba en Éthiopie, Jérôme Kofi Aboulan. Son avion le transportant d'Abidjan à Addis Abeba s'est immobilisé aux environs de 19h50 heure locale, soit 3 heures de moins en temps universel à l'aéroport international Bolé de la capitale éthiopienne. À sa descente de l'appareil, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est accueilli par plusieurs personnalités éthiopiennes et ivoiriennes, aussi bien administratives que civiles. Personnalités que le chef de l'État ivoirien a tenu à saluer les unes après les autres avant de regagner le salon d'honneur. Il y a pris au moins un quart d'heure pour situer les journalistes sur les enjeux des rencontres qui justifient sa présence à Addis Abeba. Le 26e sommet ordinaire de l'Union africaine et la 24e session du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, avec divers sujets, notamment ceux portant sur la question du genre. Nous sommes à Addis effectivement pour le 26e sommet de l'Union africaine. C'est un sommet important. Comme vous le savez, le thème concerne les droits de l'homme, particulièrement axé sur les femmes, parce qu'il faut faire la promotion du genre. Et tout le monde y croit et c'est l'occasion pour l'Afrique de s'approprier cette question et de faire la démonstration également que nous sommes pleinement engagés dans la politique du genre et bien sûr le respect des droits de l'homme. Nous avons également le MAEP. C'est une occasion pour nous de venir présenter à nos pairs l'évolution de la situation donc, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accomplit une des meilleures performances au monde, la meilleure performance en Afrique, avec le taux de croissance, le taux d'inflation, le taux d'endettement, bien sûr les infrastructures sociales, la réduction de la pauvreté. Et donc nous serons fiers de présenter à l'Union africaine comment notre pays a évolué au cours des 4 dernières années. Le président de la République a par ailleurs dit toute sa joie, la joie d'être à Addis Abeba pour toutes ces rencontres censées permettre aux États africains de faire face efficacement aux différents défis, comme par exemple celui du terrorisme. Avant son départ à Addis Abeba, le chef de l'État a rencontré le président du Parlement nigérien et l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire. Le président du Parlement nigérien était porteur d'un message du président du Niger et l'ambassadeur de la Russie en Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara ont parlé du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Awa Touri. Le président de l'Assemblée nationale du Niger, Amadou Salifou, est à Abidjan depuis le mardi 26 janvier pour une visite d'amitié et de travail. Visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération parlementaire entre la Côte d'Ivoire et le Niger en vue de renforcer et raffermir les relations entre les deux peuples. L'occasion aussi pour le président du Parlement nigérien, Amadou Salifou, qu'accompagnait son homologue ivoirien Guillaume Soro, de venir échanger avec le président Alassane Ouattara. Une visite de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Niger, un pays frère, un pays ami. C'est une visite que le président avait programmée de longue date et nous sommes très heureux de l'accueillir ici. Je suis venu rendre une visite à mon frère et homologue, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Et en marge donc de cette visite, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et à qui j'ai transmis un message de fraternité du président de la République du Niger, Issoufou. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en fin de mission en Côte d'Ivoire a été reçu à la mi-journée par le chef de l'État. Les échanges, selon le diplomate russe, ont porté sur l'état actuel et les perspectives des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Russie.
Et ce n'est pas sans émotion que je quitte votre beau et hospitalier pays. J'espère qu'il y aura encore une chance pour revenir chez vous, à Abidjan. Enfin, je peux marquer, et avec satisfaction, que sous la présidence de son Excellence M. Ouattara, votre pays, la République de Côte d'Ivoire, s'avance très dynamiquement à destination de l'émergence. L'ambassadeur Léonid Rokov a par ailleurs réaffirmé la volonté de son pays, la Russie, de diversifier et d'approfondir ses relations avec la Côte d'Ivoire. L'Assemblée nationale a offert des voiturettes aux personnes handicapées, le fruit d'un partenariat entre le Parlement et 2 organisations non gouvernementales, ce qui marque le top départ des initiatives de l'Assemblée nationale en faveur des couches défavorisées. Michel Ducré nous parle de cette action de solidarité du Parlement ivoirien. 400 voiturettes remises à des handicapés pour faciliter leur déplacement. Le Parlement ivoirien met ainsi en marche son programme d'action 2016 en faveur des couches les plus défavorisées. Comme vous le savez, il y a quelques jours, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux ici même à l'Assemblée nationale, j'annonçais que notre Parlement placerait cette dernière année de la présente législature sous le signe du social et de la solidarité envers les plus vulnérables de nos concitoyens. Il faut peu de paroles et beaucoup d'actions. Cette opération a été rendue possible grâce à l'ONG La Vie et à 1040 Initiatives. Leurs responsables, des Américains, matérialisent ainsi leur amour pour la Côte d'Ivoire. Il est vrai que j'ai une peau blanche, mais je suis bien ivoirien comme vous. On a presque une centaine d'experts américains qui sont là, pour la plupart, et qui donc, à partir de demain, vont à de repos pour s'occuper de ces interventions-là. Il y aura des interventions de tumeurs, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec la jeune dame, qui sera prise en compte, mais il y aura des cataractes, il y aura d'autres types d'interventions, et ce sera entièrement gratuit pour la population de Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a invité les députés à s'investir tout au long de l'année 2016 dans les actions sociales dans leurs localités respectives. Les 67 ans de la République de l'Inde ont été célébrés ici en Côte d'Ivoire à la résidence de l'ambassadeur de l'Inde. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, était présent à cette cérémonie. Une cérémonie qui a permis à l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire de faire ses adieux au Premier ministre. Sa mission en Côte d'Ivoire prend fin. Le diplomate a donc expliqué que les relations entre son pays et la Côte d'Ivoire se sont intensifiées. Un modèle de coopération sud-sud selon lui. La mascotte des 8e Jeux de la francophonie se nomme Faro. Elle a été dévoilée hier après-midi au Palais de la Culture. Faro est l'un des symboles forts et l'une des images les plus marquantes de cet événement culturel qui va se tenir du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Le reportage de Sidonie Davila. Nous revenons sur cette cérémonie entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Il s'agit des 67 ans de la République de l'Inde qui ont été célébrés ici même en Côte d'Ivoire à la résidence de l'ambassadeur de l'Inde. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, était présent à cette cérémonie. Une cérémonie qui a permis à l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire de faire ses adieux au Premier ministre. La communauté indienne en Côte d'Ivoire est passée de 500 à 1500 ces dernières années. Pour la plupart, ce sont des hommes d'affaires intéressés par le marché ivoirien. Pour la Côte d'Ivoire, l'Inde représente une destination de choix pour ses produits agricoles, notamment la noix de cajou dont elle est devenue le premier producteur mondial. Ainsi pourrait-on résumer la coopération ivoiro-indienne qui tend à devenir un modèle de coopération sud-sud. Le niveau d'échange bilatéraux a passé la barre des 800 millions de dollars américains, et ce entre 2014 et 2015. Mieux,
L'Inde continue de figurer parmi les premiers investisseurs directs étrangers en Côte d'Ivoire. Et le meilleur est à venir. La Côte d'Ivoire entend calquer le modèle de progrès économique effectué par l'Inde et qui l'a hissé au rang des pays émergents. Déjà, plus de 1000 étudiants ivoiriens fréquentent actuellement les universités indiennes. Quant à l'Inde, outre l'agriculture, elle investit en Côte d'Ivoire dans les domaines comme les mines, l'énergie, l'industrie, la santé, l'éthique ou encore la communication. À son actif, le financement à hauteur d'environ 10 milliards de francs CFA pour le parc informatique et de la biotechnologie Mahatma Gandhi de Grand Bassam et un appui de plus de 13,7 milliards de francs CFA pour l'exécution des travaux d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire-Mali. Pour autant, l'État ivoirien continue de faire les yeux doux aux hommes d'affaires indiens. Je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien, inviter solennellement les milieux d'affaires indiens à accroître leurs investissements en Côte d'Ivoire en raison des nombreuses opportunités qui leur sont offertes, tout en leur garantissant l'efficacité des réformes engagées par le président de la République, son Excellence le Dr Alassane Ouattara et son gouvernement, en vue d'assainir l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Pour 2016, cette coopération devrait s'intensifier avec la volonté des deux parties de tenir la première grande commission mixte ivoiro-indienne. Une visite de la ministre des Relations extérieures de l'Inde en Côte d'Ivoire est prévue à cet effet. Je vous le disais, la mascotte des 8e Jeux de la francophonie se nomme Pharo. Elle a été dévoilée hier après-midi au Palais de la Culture. Pharo est l'un des symboles forts et l'une des images les plus marquantes de cet événement culturel qui va se tenir du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Le reportage de Sidonie Davila. De son nom Pharo, qui signifie faire le malin de l'argot ivoirien et vanter ses exploits dans certaines langues locales, elle est la représentation stylisée de l'emblème du pays, l'éléphant. Aux couleurs du drapeau national, cette mascotte va apporter de la gaieté et de l'humour selon les organisateurs à ces Jeux. Son dévoilement ce mercredi après-midi déclenche le compte à rebours qui mènera au coup d'envoi de cet événement culturel et sportif dédié à la jeunesse francophone. Selon le directeur général du Comité national des Jeux de la francophonie, cette mascotte est un des symboles forts et l'une des images les plus marquantes des 8e Jeux de la francophonie. Membres du comité de pilotage et ministères, tous se serrent les coudes pour faire de cet événement qui aura lieu à Abidjan une réussite. La dite cérémonie marque le premier acte majeur de communication autour des 8e Jeux. Cette mascotte va créer un vaste capital de sympathie autour des 10 Jeux, parce que cette forme représentative sera déclinée sur l'ensemble des supports de communication et affichée dans tous les espaces de jeu. Les 8e Jeux de la francophonie constituent un challenge à la portée de la Côte d'Ivoire, comme l'a si bien fait remarquer le président du comité national de pilotage, Daniel Cablon-Duncan. Avec l'implication de tous nos compatriotes, je dis bien de tous nos compatriotes, nous le relèverons ce défi avec bonheur pour dire au monde entier qu'après plus d'une décennie de graves crises, la Côte d'Ivoire est effectivement de retour. Nous voulons que les Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire soient également une occasion de célébrer la paix et la cohésion nationale retrouvée. Fraternité Matin, l'agence ivoirienne de presse, l'Institut des sciences et techniques de la communication, la RTI et le Conseil supérieur de la publicité, toutes ces structures sous tutelle du ministère de la Communication ont été envoyées en mission par le ministre Afoussiata Bamba Lamine. Elles devront accompagner par une forte mobilisation et une sensibilisation accrue les 8e Jeux de la francophonie pour lui assurer une bonne promotion et un franc succès. La compagnie Corsair reprend ses vols en juin prochain en Côte d'Ivoire. Le directeur général de cette compagnie et le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan se sont rencontrés hier pour en parler. La compagnie prévoit 4 vols par semaine. 24 tonnes de produits pharmaceutiques ont été saisies par la brigade spéciale des douanes. Le directeur général des douanes demande l'implication de la population dans cette lutte, je cite, contre les fossoyeurs de l'économie. Cette saisie intervient au moment où l'administration des douanes réfléchit sur les voies de lutte contre la fraude. Adama Kone.
Les douanes ivoiriennes toujours à l'offensive face à la fraude et à la contrebande. Dernière saisie en date, 350 colis pesant 24 tonnes. Ce sont des produits pharmaceutiques non enregistrés. Si la saisie est à l'actif de la brigade spéciale des douanes, la direction générale reste attentive à l'apport de la population dans la lutte contre la fraude. Nous demandons à la population de nous apporter sa pleine collaboration en donnant des informations. Parce que, en la matière, le renseignement est capital. Vous ne pouvez pas être assis dans votre bureau et en même temps savoir ce qui se passe dehors. Pour la direction générale des douanes, la valeur des 24 tonnes ne pourra être établie qu'après expertise. La brigade spéciale est installée depuis 6 mois. À son compteur, en plus des 24 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés, 295 millions de francs CFA en devises étrangères et 600 sacs de cacao saisis. Pendant que la douane lutte contre ce phénomène des produits frauduleux, le ministère des Transports, lui, affiche sa détermination à lutter contre le racket et la corruption, de fléaux qui gangrènent le secteur du transport. Objectif, améliorer la compétitivité de la profession en augmentant les ressources de l'État. Nancine Bakayoko était à la cérémonie de présentation de vœux lors de laquelle la lutte contre le racket et la corruption a été évoquée. Amélioration du contrôle radar, modernisation de la visite technique, contrôle des examens du permis de conduire, rationalisation des contrôles routiers, suppression des prélèvements illicites, traitement rapide et efficace des dossiers. Bref, le ministère des Transports n'épargnera aucun effort pour améliorer sa gouvernance. Nous mettrons tout à l'heure pour que, effectivement, vous puissiez vous consacrer à nouveau à votre métier. Il n'y a pas de problème, nous allons nous faire avec. Ce combat sera fait sous la houlette du président de la République lui-même. Les résultats des réformes opérées dans ce secteur ainsi que la mise en œuvre des projets prévus au titre des perspectives feront du secteur des transports routiers en Côte d'Ivoire une référence régionale et même mondiale, s'est félicité le ministre Gaoussou Touré. Les acteurs, eux, marquent leur satisfaction. C'est une année d'action. C'est une année où donc vont s'intensifier les actions concrètes sur le terrain. Et pour notre secteur, je pense que les axes sont bien définis, les objectifs sont clairs et donc la mission continue. Plusieurs pays africains s'inspirent déjà du modèle ivoirien qui a connu un succès remarquable à la réunion mondiale des acteurs et décideurs du transport routier au Canada en mars 2015. Anouloto a réuni tous les acteurs de la salubrité urbaine et de l'assainissement en vue d'aplanir les différends et donner le ton de la nouvelle coopération. La ministre de la salubrité urbaine et de l'assainissement s'engage à payer les dettes des acteurs du secteur. Le reportage de Alexis Ouedraogo. Ce jeudi, c'était un peu la rentrée des classes chez les acteurs du secteur de la salubrité et de l'assainissement. Sur invitation de la ministre de tutelle, première rencontre du genre, ils ont tous répondu présents. Élargi aux agents, aux partenaires, oui, c'est la première fois. Est-ce que vous en attendez beaucoup? Ah oui, une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique, on la voit motivée. Il y a des acquis importants qu'il va falloir consolider et aller de l'avant. Près de 2 heures d'échanges francs. Responsables de collectivités, structures sous tutelle, vidangeurs, éboueurs, ramasseurs d'ordures ont présenté sans langue de bois leurs difficultés et espérances. L'apurement de nos arriérés. Les arriérés d'Abidjan-Ville propre 1 et 2. Le reliquat 2015 que la NASU doit aux opérateurs de la filière. Et enfin, la gestion ou le règlement définitif des titres. Autre point évoqué, la nécessité de mise à disposition d'infrastructures de gestion des ordures et autres centres techniques d'enfouissement. La Côte d'Ivoire produit plus d'1 300 000 tonnes d'ordures par année. 70% de ces déchets sont collectés mais déversés dans des décharges incontrôlées. Les 30 autres % se retrouvent dans les rues où les plans d'eau ont des ponts sauvages. Le tableau est sombre et c'est un artiste qui en expose toute la laideur.
Il est impossible de faire 100 mètres dans les rues d'Abidjan sans rencontrer des tas d'ordures déposées là fièrement par des habitants du quartier, n'est-ce pas, dégageant des odeurs fétides. Mais pourquoi, vous allez me demander? Certainement pour le grand bonheur des Ivoiriens devenus sales. Anou Loto plaide pour une dynamique nouvelle et audacieuse, impliquant chaque Ivoirien. Nous ne devons plus regarder avec indifférence ce haut cadre qui jette un bout de papier par-dessus bord de sa voiture, qui marche dans la rue et qui jette tout ce qu'il produit lui-même comme déchets. Nous ne devons plus regarder cela. Nous devons tous nous mobiliser. Je suis venu travailler et je veux travailler avec des Ivoiriens nouveaux. Et bonne nouvelle, l'État compte régler ses dettes. J'ai conscience que le préalable pour garantir la précollecte, la collecte des ordures et le curage des caniveaux, c'est le paiement régulier des opérateurs. J'en ai conscience. C'est d'ailleurs à ce prix que j'obtiendrai de vous le total respect des dispositions de vos contrats. Prise de contact fructueuse et perspective heureuse, ce sont d'ailleurs les acteurs qui en parlent le mieux. Madame la ministre vient de nous confirmer que nos arriérés seront apurés. On ne peut que s'en réjouir. Zéro insalubrité, zéro anarchie. Acteurs, partenaires et populations sont prévenus. Rendez-vous est pris sur le terrain. Le bulldozer est de retour. L'antenne de l'Institut national d'hygiène publique de la commune d'Abobo a été inaugurée. L'INHP de la dite commune est construite sur 3000 mètres carrés pour des travaux, plus de 228 millions de francs CFA. La construction de l'institution de cette commune en vue de rapprocher les structures de santé des populations. Barakissa Bamba, Eric Goré. On faisait trop de micmac pour aller à Trècheville pour faire les vaccins de nos enfants, nos bébés et tout ça. On est obligé de faire des distances. C'était pas facile, c'était vraiment laborieux. Fin de calvaire pour les habitants de la commune d'Abobo. Ils ont désormais leur antenne d'hygiène publique grâce à l'État de Côte d'Ivoire. Cet édifice qui a coûté plus de 200 millions de francs CFA vient soulager les populations d'Abobo et aussi celles d'Alépé et d'Anyama. Nous souhaitons que l'Institut national d'hygiène publique implanté à Abobo-Gare serve de repère à l'hygiène à Abobo, afin d'éviter toutes ces maladies, dites maladies endémiques, maladies épidémiques qui nous assaillent à chaque moment. La cérémonie d'inauguration de cette antenne a été l'occasion pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique d'inviter les populations à s'octroyer ce dispositif au personnel. Elle a demandé d'être à la tâche. L'implantation de cette antenne à Abobo intègre la mise en œuvre globale de la politique sanitaire du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui permet aux populations de bénéficier des prestations de qualité et de proximité. Je vous invite donc, au nom du gouvernement, à fréquenter cette antenne d'hygiène pour votre bien-être et surtout celui de vos enfants. À vous, personnel de l'INHP, affectés dans cette antenne d'Abobo, je vous exhorte encore une fois au travail dans l'esprit de l'Ivoirien nouveau. L'antenne d'hygiène publique d'Abobo est dirigée par le professeur Zengwe Akré. Cette antenne est la 27e du genre sur le territoire national. Elle a pour but de rapprocher les structures de santé des populations. En Amérique latine, le virus Zika commence à semer la panique avec déjà des milliers de nourrissons touchés, une simple piqûre de moustique et quelques mois plus tard, un bébé qui naît avec une boîte crânienne anormalement petite. L'inquiétude mondiale grandit face au virus Zika. Ce virus s'étend en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le Brésil, ce géant sud-américain qui accueillera en août les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro, est le plus touché par cette épidémie. Le seul État de Bahia a enregistré 533 cas de bébés atteints de microcéphalie depuis octobre. Le danger est pour les femmes enceintes. Le virus peut être transmis au fœtus et est soupçonné d'entraîner des malformations congénitales graves, telles que la réduction de la boîte crânienne néfaste au développement intellectuel. Qu'est-ce que le virus Zika ? Ce virus est transmis par des moustiques du genre Aedes. Il tire son nom d'une forêt d'Ouganda où il a été identifié pour la première fois en 1947 chez un singe.
Le premier cas humain a été rapporté en 1952. Il a été à l'origine d'une première épidémie dans les îles Yap en Micronésie en 2007. Les symptômes sont le plus souvent de type grippal, fièvre, maux de tête, courbatures et se manifestent dans les 3 à 12 jours qui suivent la piqûre des moustiques. Le virus Zika peut aussi se manifester par une conjonctivite ou des douleurs derrière les yeux. Le niveau d'inquiétude est élevé, tout comme le niveau d'incertitude. Les questions abondent et nous devons rapidement trouver des réponses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Zika déjà présent dans 23 des 55 pays du continent américain va continuer à s'étendre. Un sujet très inquiétant au dire de la directrice générale Margaret Chan. Il est donc conseillé aux femmes d'éviter de tomber enceintes. Et l'OMS a annoncé aujourd'hui une réunion d'urgence le 1er février prochain sur Zika, car elle redoute une propagation mondiale de l'épidémie qui sévit pour l'instant en Amérique du Sud. C'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.